Branchez devant vos postes téléviseurs pour suivre ce magazine où l'on décortique l'actualité politique dans sa globalité. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue. Ils l'ont appelé effort de guerre. Il s'agit bien évidemment du gouvernement souminois qui a fourni un don de plus d'1 milliard de francs congolais au FARDC pour cet effort de guerre. Une volonté jamais consentie lorsqu'il s'agit de certains problèmes dont on fait face ici en République démocratique du Congo. Quant à la situation à l'est de la RDC, faudra-t-il dialoguer s'en tenir aux sanctions ou encore faire rapidement ou définitivement la guerre pour retrouver cette paix tant voulue. Le gouvernement d'union nationale serait celui qui changera la donne pour avancer ou encore faire avancer les choses ici dans notre pays. On en parle ce soir ensemble avec notre analyse politique, Monsieur Fidèle Bonso. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Sarah, c'est un honneur et un plaisir pour moi d'être devant vous dans votre joli studio afin de décrypter l'actualité de fond en comble. Nous saluons tous les téléspectateurs, nous saluons tous les agents de CML13, particulièrement son directeur général. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, Monsieur Fidèle, pour aller rapidement, faute de temps, comment analysez-vous cet effort de guerre, comme l'a surnommé le gouvernement souminois? Merci beaucoup, Madame. Vous allez me permettre de m'acquitter d'un agréable devoir. C'est lui de présenter les sincères condoléances à notre papa. Nous avons perdu un père au ministère de l'Agriculture, le secrétaire général, en la personne de José Ilanga Lofonga, qui est décédé de suite d'une courte maladie. Ce dernier qui a prouvé en quoi il était capable depuis sa prise de fonction pour gérer l'administration de ce ministère. Pas de lamentation, pas de grève, pas de problème, jusqu'à ce qu'il a tiré sa révérence. Nous présentons toutes les condoléances à la famille biologique, à la famille professionnelle, et que son âme repose en paix. Ça, c'était peut-être mon premier biscuit. Le deuxième... Et pour intervenir un tout petit peu dans votre biscuit, vous pensez que maintenant qu'il n'est plus là, vous ferez face aux grèves, enfin à la grève et autres? Non, pas du tout, parce que nous attendons que la haute autorité puisse nommer un intérimaire. On attend que la fonction publique se prononce là-dessus, particulièrement peut-être les ministres des tutelles, pour voir qui est-ce qu'on va mettre là. Je pense que les ministres tiendront compte des compétences, des qualités, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent assumer ces postes-là. Et c'est après qu'il aura, celui qui sera animé, qui sera nommé plutôt, allais-je dire, c'est après qu'on saura peut-être dire que non, il a défailli par rapport à celui qui était là. Mon deuxième biscuit consistait à vous demander, madame, de m'aider à féliciter le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liaou, qui a réussi l'année passée, 2023-2024, à mécaniser plus de 170 000 agents et fonctionnaires de l'État qui étaient non payés, qui avaient des numéros matricules depuis des décennies sans être payés. Et nous les voyons dans les périples en train de mettre en place l'annuaire des fonctionnaires de l'État, ce qui n'a jamais existé depuis plusieurs décennies. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire un plaidoyer pour que, si remaniement il y aura, que le ministre de la fonction publique, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou, soit reconduit parce qu'il fait preuve d'un leadership exceptionnel. Et enfin, madame, je ne peux pas ne pas parler d'un excellentissime ministre aussi de l'Agriculture, Mouchaïl Grégoire, le ministre d'État, qui, lors de sa prise de fonction, nous avons dit qu'il va nous surprendre. La semaine dernière, il était à Massimanimba, où plus de milliers de tonnes ont été produites de maïs, et il continue
récemment, il a lancé la loi sémencière. Et aujourd'hui, plus de 30 de conteneurs sont arrivés où il y a des outils aratoires, il y a des bêches, il y a des semences, il y a beaucoup d'histoires, des bêches, des houes, il y en a beaucoup d'histoires. Et donc, la campagne agricole, l'argent pour lequel les ministres, pour lequel le gouvernement a financé la campagne agricole, nous voyons que, sincèrement, les ministres, en lieu et place de mettre l'argent dans sa poche, l'argent est en train de faire le travail. Rapidement, je vais rencontrer votre question. Madame, moi, je ne suis pas pour que le gouvernement puisse financer ou se cotiser pour faire un effort de guerre. Pourquoi? Est-ce que le gouvernement peut aider le gouvernement? Lorsqu'on parle de madame la première ministre, c'est elle la chef du gouvernement. Maintenant, si le gouvernement peut commencer à se cotiser... S'ils ne les font pas, qui le fera? Non, madame, ça c'est une honte, ça. Ça n'a jamais existé dans tous les pays du monde. Ce que madame la première ministre fait là avec ses ministres, c'est une honte. Ça ne doit pas sortir devant le public, Monsieur madame. Fidèle, si eux ne les font pas, qui le fera? Mais qui prépare le budget de l'État? Ce sont eux qui préparent le budget. Pourquoi ne pas incorporer cette histoire dans le budget de l'État? C'est possible qu'ils le fassent, madame. Est-ce que l'État peut aider l'État? Les militaires sont pris en charge, ou les policiers sont pris en charge par le gouvernement congolais. Qui est le chef du gouvernement? C'est madame Souminoua. Maintenant, cette histoire, ça vient d'où? Depuis Kabila, il y avait la guerre ici. On n'a jamais vu cette histoire de contribution pour effort de guerre. Ça peut se faire pour des citoyens lambda, mais pas les membres du gouvernement. C'est la honte. Peut-être qu'ils l'ont fait juste pour rapidement trouver la solution et mettre fin à ces atrocités. Madame, dans un pays comme le nôtre, qu'on appelle scandale géologique, c'est qu'on est en train de cette théâtralisation-là. C'est une honte, madame. On doit se le dire sans se voiler la face. Je pose seulement la question à nos téléspectateurs. Est-ce que le gouvernement Souminoua peut aider Souminoua? Comment ça peut se justifier? Si le gouvernement a défalqué l'argent pour contribuer à l'effort de guerre, moi je ne vois pas quelque chose qui peut surprendre. C'est plutôt une honte, c'est aberrant, madame. Le gouvernement, il est celui qui conçoit le budget. Pourquoi ne pas incorporer dans le budget exercice 2025 par exemple, on dit voilà les militaires, on a ajouté autant pour revoir à la hausse leur rémunération. Ces contributions-là pouvaient se faire pour les comment on les appelle, les opérateurs économiques, les ONG peut-être, les personnes indépendantes qui ne dépendent pas du budget de l'État. Mais j'ai vu Jean-Lucien Boussa, le ministre d'État Jean-Lucien Boussa, 20 millions, plus de 20 millions de dollars, et le gouvernement plus d'1 milliard de dollars. Madame, reste à savoir, est-ce que cet argent même qu'on a défalqué, ça va parvenir aux concernés? Parce que nous avions appris comment l'argent sort ici. L'État sort l'argent dans la banque centrale, mais l'argent reste encore ici. Au moins 20% de cet argent, c'est ce qui arrive sur le terrain. Les militaires pleurent, les policiers pleurent, n'ont pas même détenus, n'ont pas même des bottes, madame. Ça fait la honte comme un petit pays comme le Rwanda. Les militaires sont mieux payés, mieux vêtus. Madame, moi je pense qu'à un certain niveau, nous devons parvenir à avoir la honte de nous-mêmes. Nous devons être vraiment imbus de nous-mêmes. Parce que c'est inimaginable que le gouvernement se cotise pour venir en aide les FARDC ou le Web. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Pour moi, c'est un non-événement et donc je n'encourage pas ça. Ce n'est pas une bonne pratique que le gouvernement puisse commencer à se cotiser afin... Nous avons suivi même les trains de vie des institutions. C'est là qu'il fallait peut-être aller. Train de vie, on diminue. Le gouvernement, on diminue. Nous avons suivi dans un rapport que seules les institutions coûtent plus de 400 milliards, madame. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? 400 milliards, 400 millions, quelque chose comme ça. Vous pouvez imaginer ça dans un pays comme celui-ci, où les gens meurent de faim, où les déplacés n'ont même pas de quoi manger.
et les gens prennent de l'argent, ils jouent avec l'argent, comme si l'État n'existait pas dans ces pays. Et moi, je pense que cette aventure-là, moi j'appelle ça aventure, que l'État aide l'État, que les gouvernements aident les gouvernements, je ne trouve pas ça rationnel. Mais pourquoi penser aux militaires que lorsqu'on constate qu'il y a un chaos? Est-ce une moquerie de la part du gouvernement? Parce que, cela prouve que nos militaires, on n'a jamais pris soin de nos militaires bien avant. Non, bon, dire qu'on n'a jamais pris soin, c'est trop dire. On prend soin, mais quel soin? De quel soin dont on peut parler, madame? Mais pourquoi penser on a toujours dit que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Si aujourd'hui on commence à penser aux militaires, à améliorer leur rémunération, c'est parce qu'il y a des conséquences, madame. C'est parce qu'il y a faudrait déjà toujours attendre des le chaos qui sont déjà aux conséquences. Sur le même plateau, madame, j'étais l'unique qui passait ici pour dire que ce qui est en train de se faire à l'Est, on semble négliger parce que c'est à Bunagana. Et j'ai proposé depuis longtemps qu'il fallait une solution. Et l'unique solution, c'était le dialogue. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Goma est parti. Bukavu est parti. Aujourd'hui, nous apprenons, ils sont à Walungu. Après Walungu, ils continuent, si c'est vers où, vers Kalemi, vers le Maniema, vers Kindu. Et moi, je pense qu'on ne doit pas toujours attendre que les conséquences puissent bien nous apprendre. On pouvait bien anticiper ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Si l'autorité budgétaire, qui est le Parlement, pouvait d'ores et déjà commencer à réfléchir comment payer ne fût-ce qu'à un militaire $500. $500. Est-ce que c'est beaucoup d'argent? Si un député, à un député, on peut donner 21 000. À un ministre, on peut donner 50 000. Et tous les autres, les DG et les autres. Mais à un militaire qui défend l'intégrité du territoire, les gens qui souffrent pour que nos biens, nous-mêmes, nous soyons en sécurité, on leur donne même pas un montant équivalent à $100, madame. Ça, c'est une insulte. Je ne sais pas comment appeler ça. Eh bien, je ne peux pas dire que c'est une bonne chose que c'est seulement maintenant qu'on puisse penser à l'amélioration des conditions sociales des militaires ou des policiers. Plutôt, moi, je peux seulement retenir que c'est parce qu'il y a des conséquences, bien sûr, des territoires qui sont partis, que l'on se rend compte que les militaires sont en train de faire des replis stratégiques sur terrain, criant qu'ils ne mangent pas, ils n'ont pas de quoi mettre sous la dent pendant qu'ils sont au combat, il manque même de l'eau. Des histoires comme ça, madame, ce sont des choses qui doivent nous apprendre. Ça doit nous apprendre et dans un proche avenir, que l'on puisse régler les tirs, que l'on puisse corriger. Alors, on a ouï dire que le gouvernement a bouffé 734,7 millions de dollars en frais secrets de recherche, mais est quand même parvenu à être fier de nous exhiber un chèque de plus d'1 milliard de francs pour l'armée. À ce niveau, c'est toujours Kagame l'ennemi de la RDC? Madame, l'ennemi du Congo, l'ennemi du Congolais, c'est le Congolais lui-même, madame. On va dire ça combien de fois? Hein? Donc, Kagame, on doit commencer à voir Kagame, Kabila, Katumbi dans tout. Non, c'est-à-dire que nous qui gérons, nous n'avons pas vraiment une part de responsabilité. On n'a pas de quoi on peut se reprocher. Moi, je pense que un vrai homme, c'est celui qui sait faire l'introspection. Il dit non, ça, j'ai fauté, ça n'a pas marché, je peux améliorer, je peux corriger. Ce n'est un secret pour personne que les institutions ici en République démocratique du Congo sont les plus budgétivores que dans toutes les autres institutions dans le monde. Et ça m'a étonné qu'un gouvernement, le ministère du portefeuille seulement, a donné plus de 20 millions de dollars dans cette histoire de fameuse, comment on appelle ça? Dans cette histoire d'effort de guerre. Mais tout un gouvernement, madame, donne l'équivalent d'1 million de dollars. Mais vous citez plus de 300 millions, plus de 300 millions dépensés dans les frais, dans les frais de recherche. En tout cas, ces pays, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut. Je ne sais pas s'il faut exorciser les gens. Je ne sais pas s'il faut mettre
qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que même si on arrêtait, on voit les innocents sont eux qui croupissent en prison, les voleurs, on les relaxe sans condition. Et moi, je crois que, madame, dans cette optique, le pays ne peut pas marcher, le pays ne peut pas décoller. Regarde comment on a fait sortir l'IGF comme un petit aventurier. Pourquoi? Parce que tous les rapports qu'il fait, tous les gens pour qui il donne leurs rapports, on les arrête aujourd'hui, on les relaxe demain. Est-ce que l'IGF est-il encouragé ou est-il découragé dans ce sens? Vous pensez que cette contribution sera sans suite ou madame, cet argent sera distribué ici. Ça sera distribué ici. Mais qu'est-ce qui vous fait dire cela? Mais on ne peut toujours pas. Nous avons appris qu'on a augmenté le budget de l'armée. Mais madame, est-ce que vous n'avez pas entendu dire que tout l'argent qui sort, ça se distribue ici, c'est juste 20% qui part à l'est de la République, là où il y a des atrocités. Mais pourquoi êtes-vous toujours aussi pessimiste? Madame, c'est par rapport à l'expérience. L'expérience nous a prouvé que les autorités n'aiment pas les pays. Les autorités, comment le président de la République peut charger à un ministre de la Défense, peut charger à tel ministre, à tel DG, de faire ceci ou cela, et après l'argent est détourné. Et il n'y a personne pour répondre. C'est ça ce qui fâche. Nous avons suivi récemment l'histoire de lampadaires, de forages. L'argent est parti. Plus de 70 millions de dollars. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a un seul répondant en prison? Il n'y en a pas. Les gens sont tous libérés et l'argent n'est pas retrouvé. Et vous allez me rassurer que ces petits riens ici de Fort de Guerre contribués ici, qui va atteindre les bénéficiaires. Moi, je ne crois pas. Pour que je croie, je dois voir, je dois entendre. Et donc, jusqu'à preuve du contraire, je pense que, madame, rien ne rassure que cet argent qu'on est en train de rançonner à la population va parvenir aux concernés. Rien ne me le prouve. Alors, arriver quand même à exhiber un chèque à la population pour nous prouver qu'il y a cette volonté de vouloir de vouloir soutenir notre armée, ça on le sait. Mais est-ce que ce gouvernement a-t-il déjà fait quelque chose de concret et être fier de présenter cette faisabilité à la population? Je répète le terme que j'ai utilisé, madame. Le gouvernement devait avoir honte. Un gouvernement responsable ne peut pas faire ce que madame la première ministre a fait là, de nous exhiber les chèques d'1 million de dollars pour tout un gouvernement. Pourtant, ce sont eux qui financent la guerre. S'ils ont sorti 1 million là, c'est à titre symbolique ou bien c'est quoi? Parce que la guerre, c'est le gouvernement qui finance. C'est pourquoi je dis. Maintenant, est-ce que le gouvernement peut aider le gouvernement? C'est semblable aussi à une motivation. Madame, est-ce que 1 million de dollars que le gouvernement sort en faveur de militaires, de forts de guerre, 1 million de dollars, qu'est-ce que ça peut faire? On a combien de milliers de militaires ou de policiers? Si on distribue ça, tout ce qu'on a déjà eu en termes d'efforts de guerre, à quoi est-ce que ça peut changer? Moi, je pense qu'on doit améliorer plutôt le budget de l'État. On doit diminuer les trains de vie des institutions et augmenter le budget de l'armée, des forces armées et de la police. C'est ça, madame. Cette histoire ici est éphémère. Est-ce que si on distribuait l'argent qu'on est en train de collecter maintenant, et le mois prochain, on va encore faire ça, et le mois à venir, mais plutôt, il y a lieu, à partir du budget de l'État, on s'est dit, chaque militaire aura 1 million de francs, et on vote le budget, et ça reste comme ça, et chaque fin du mois, ça sera payé. Mais ce qu'on fait ici, c'est éphémère, c'est juste momentané, c'est pour un temps. Même si on pouvait augmenter à chaque militaire 500 ou 1000 dollars à partir des frais perçus de l'effort de guerre. Et après, le mois prochain, ça va faire quoi? On va encore faire la même chose? Non, madame, ça c'est une poudre aux yeux, comme on peut l'appeler, si on peut l'appeler ainsi. Ça ne peut pas faire objet comment on dirait-je, on ne peut pas se taper la poitrine pour ça. Plutôt, c'est pourquoi on doit se taper la poitrine, c'est quand on va arriver à revoir à la hausse les budgets des forces armées.
à partir de la paix du ministère des Finances qu'on dise chaque militaire le moins gradé qu'il puisse avoir 1 million par exemple. Ça dure. Mais ce qu'on fait ici, c'est à courte durée, c'est une courte joie. Même si on pouvait leur distribuer, même si on pouvait donner à un militaire aujourd'hui, à partir des frais perçus d'efforts de guerre, $1000. Mais le mois prochain, il n'en aura plus, madame. Nous, on veut des solutions pérennes, des solutions dont dans la durée, elles vont persister. Voilà, à long terme. Mais même si on disait, bon, à partir des frais perçus pour l'effort de guerre, chaque militaire, on va lui ajouter $1000. Ils vont avoir ça au mois de mars ici. Et en avril, et en mai, en juin, à la fin de l'année. Mais si le budget de l'État est corrigé, qu'on diminue le budget de l'Assemblée, du Sénat, de la présidence, de la primature, ainsi de suite, toutes les institutions, qu'on diminue sensiblement le salaire de tous les hauts fonctionnaires de l'État et qu'on ajoute chez les militaires, les policiers, les fonctionnaires, et que chacun, le minimum, puisse avoir $500, 1 500 000, madame. Qu'est-ce que ça peut coûter dans cette République? De par le chèque qu'on nous a exhibé, vous pensez que cette proposition d'augmenter le budget peut être faisable? C'est très faisable, madame. Et elle est la meilleure proposition. C'est-à-dire, on ajoute le budget. Si le budget de l'armée était à 10%, on l'amène même à 30%. C'est-à-dire, on calcule, on fait des calculs de faisabilité. On s'est dit, si le moins gradé peut avoir 1 million par hasard, si le moins gradé peut avoir 1 million, au moins le plus gradé aura 2 500 000, 3 millions, madame. Mais notre armée actuellement, ce ne sont que les généraux qui se retrouvent, qui se tapent des villas, qui sont mieux rémunérés, mais les militaires de rang, comme on les appelle, ils sont abandonnés à leur triste sort. Et voilà comment nous sommes en train de perdre la bataille, la guerre, parce que les militaires ne sont pas motivés. Les militaires ne sont pas motivés. Si un militaire pouvait savoir, je pars au combat, mais chaque fin du mois, mes enfants vont étudier, mes enfants auront à manger. On nous a toujours chanté ici tout le temps que nos militaires ont toujours été motivés. On a toujours pris bien soin. Nous avons suivi que la prime qu'on leur donne des combats, c'est $20. Ça, c'est un militaire au front à Goma qui était en train de dire. Mais sont-ils capables de dénoncer cela? Mais ils ont dénoncé, ils ont dit ça. Hein? $20, madame. $20 comme prime. Mais c'est inexplicable. Prime de combat, $20, 5 ans, 6 000 francs. C'est inexplicable. C'est une moquerie. Moquerie. Et il touche 230 000, moins de $100. Et s'il est au front, on lui donne $20. Ça, ce sont les témoignages des militaires eux-mêmes. Quand est-ce qu'on peut vouloir que ces gens de militaires puissent remporter la victoire? Hein? Qui veut la paix prépare la guerre, dit-on. Et préparer la guerre, c'est quoi? C'est mettre d'abord les militaires dans de bonnes conditions de casernement, de restauration et de rémunération. C'est ça. Ne pas faire cela, madame, nous irons de défaite en défaite. De défaite en défaite. Et l'ennemi aura toujours raison sur nous. Il aura toujours raison sur nous. Et donc, si le gouvernement veut que les militaires puissent bien batailler, qu'ils soient motivés, que le gouvernement se dote d'un budget conséquent où la quasi-totalité de ces budgets soit pour l'amélioration des conditions sociales des fonctionnaires en général et en particulier les militaires et les policiers. C'est toujours dans ce dossier lié à la situation de l'Est de notre pays, la RDC. Madame, messieurs, vous êtes bel et bien devant vos postes de téléviseurs pour suivre votre magazine politique Interface d'une thématique à une autre, mais toujours à l'Est du pays. Monsieur Fidèle, par rapport à cette situation, faudra-t-il un dialogue, soit s'en tenir aux sanctions ou carrément faire la guerre pour mettre fin définitivement à cette guerre, bien sûr, et trouver définitivement la paix? Madame, que ce soit la guerre, que ce soit les sanctions, aucune de ces options ne peut nous procurer la paix.
Ça, nous avons dit dans tous les médias où nous sommes passés, depuis avant que même les ennemis de la République n'arrivent à Goma. On a dit ça. Il n'y aura pas de paix s'il n'y a pas de dialogue entre Kinshasa et l'AFC et le Rwanda. Il n'y en aura pas. Mais les gens qui sont autour du chef sont en train de les tromper, lui faisant croire que non, il y aura une paix, les sanctions, comme ils sont sanctionnés. Madame, depuis qu'on les a sanctionnés, bientôt 2 semaines, vous les avez déjà vus quitter Goma ou Bukavu. Et avec ce que gagnent les militaires, pensez-vous que cette guerre peut être... Nous sommes dans un pays hors norme. Les sanctions ont été bel et bien prononcées. On a demandé aux forces rwandaises et leurs supplétifs de l'AFC M23 de quitter le territoire congolais, de se retirer de leur position. Maintenant, depuis qu'on a dit, jusqu'à aujourd'hui, ça fait 2 semaines, est-ce que vous avez déjà vu même un seul militaire quitter la ligne de front ou qui a quitté Goma ou Bukavu? Plutôt, il continue. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Sous l'AFDEL, on a vu ça. L'AFDEL avance, on dit, oh, cessez les faits. Cessez les faits. Entre-temps, AFDEL continuait. Et la conséquence était quoi? Et des sanctions étaient tombées aussi à l'époque là. Il y avait des sanctions. Ces sanctions-là ne peuvent pas empêcher ces gens-là de continuer. Ce qui peut empêcher, je vois aujourd'hui, on est en train de parler du gouvernement d'union nationale. Si ce gouvernement se fait aujourd'hui sans Corneille Nangaa, moi je ne suis pas avocat de Corneille Nangaa, mais nous donnons les faits. Si on ose faire ce gouvernement d'union nationale sans associer ces gens-là, ça sera une perte de temps. Donc vous trouvez normal de dialoguer avec une personne qui tue un membre de sa famille? Pas que je trouve normal. Vous aviez suivi Netanyahou avec les autres là. À la fin, après 2 ans de combat, qu'est-ce qu'on a dit? On a décidé quoi? Cela peut engendrer une certaine madame, force de je ne suis pas dictature. permis de vous poser des questions, mais qu'est-ce qui a découlé des échanges de Netanyahou et les Hamas? N'est-ce pas? Ils se sont convenus que l'on puisse observer un cessez-le-feu et que les otages soient remis d'une part et d'autre. S'agissant ici de notre pays, je donne aussi l'exemple de l'Ukraine, madame. S'agissant de notre pays, ici vous dites qu'il s'agit de dialoguer avec Corneille Nangaa et voilà, et ces personnes. Mais ne pensez-vous pas que cela peut engendrer une certaine force de dictature? Madame, venant de lui. Est-ce que les gens veulent réellement la paix? Est-ce que on doit savoir, nous voulons quoi? Nous voulons la paix, nous voulons que ces gens libèrent nos territoires, nous voulons quoi? Moi c'est mon opinion, c'est mon point de vue. Accepter de dialoguer est comparable aussi à accepter la dictature. Madame, retenez ça, nous sommes les 4 aujourd'hui. Si les pouvoirs... Vous avez suivi l'envoyé spécial de l'Union africaine, ce qu'il a dit. Les pouvoirs de Kinshasa doivent accepter de dialoguer avec les rebelles. Sans cela, ça ne va pas aller. Mais qu'est-ce qui fait? Et aujourd'hui, nous, gouvernement, nous sommes déjà en position de faiblesse. Parce que les rebelles ont réussi à occuper 2 grandes villes, 2 grandes provinces qui contribuent très massivement dans le budget de l'État. Mais qu'est-ce qui retarde cela? Est-ce que le président Tshisekedi continue à hésiter? Moi, j'ai fait un plaidoyer auprès du président de la République, qu'il n'écoute pas les Kabouya et les autres qui viennent lui chuchoter à l'oreille et lui donner des fausses informations. Président de Excellence, Monsieur le Président de la République, acceptez d'écouter, d'entendre les gens de l'AFC. Les entendre, le soleil ne va pas tomber, la lune ne va pas tomber sur nous. À écouter ces gens-là. Si on écoutait Fayoul aujourd'hui, on écoutait Katumbi, on écoutait Kabila, sans écouter Nangaa, madame, il n'y aura aucune solution. Mais le problème est que les gens de l'UDPS, quand on dit des choses comme ça, on commence à nous traiter de Rwandais parce que vous ne les caressez pas dans le sens des poils. Non, madame, cette histoire de Nangaa, du Rwanda, de l'occupation du Rwanda, via Corneille Nangaa de nos territoires, retenez ça aujourd'hui. La guerre, elle est mauvaise. Je me rappelle, le président Kabila à l'époque avait dit,
lorsque les gens parlent de la guerre, ce sont des gens qui n'ont jamais vécu les affres de la guerre. Regarde seulement à Goma, dans 2 jours seulement. On compte aujourd'hui combien? Plus de 8000 morts. 2 jours seulement de combats. Maintenant, si ça fait une semaine, si ça fait un mois, si ça fait une année comme ça s'est passé en Ukraine et Russie, comme ça s'est passé en Israël et en Palestine, ça sera terrible, madame. Voilà pourquoi l'option de la guerre, nous, on décourage ça. Parce que dans l'option de la guerre, même les paisibles citoyens vont périr. L'option de quoi? On a parlé de quoi? La guerre, quoi encore? Les sanctions. Les sanctions ne peuvent pas aboutir à la solution. Plutôt les dialogues. Nous avons encouragé la démarche de la CENCO et l'ECC qui voulaient déboucher à ces dialogues et enfin mettre définitivement fin à cette guerre. Mais malheureusement, vers la fin, pendant que les prêtres étaient en plein processus, le président de la République, devant l'Union sacrée, a dit qu'il n'a donné mandat à personne pour consulter les gens par rapport au dialogue et a tapé du poing sur la table pour dire que pas de question de dialogue avec les rebelles. Bon, si on ne veut pas dialoguer avec les rebelles, prenons les Mirages, allons bombarder là-bas. Prenons des hélicoptères de combat, de Sukhoi, allons là-bas pour déloger des forces. Ce sont les 2 choses. Soit on se bat, on oppose notre rapport de force, soit on négocie. Sinon, moi, ça me fait mal quand un pays comme la RDC, on ne condamne pas. Maintenant, si aujourd'hui tout le monde se mettait à condamner, on condamne les Rwandais, on condamne l'AFC, madame, est-ce que ça change quoi? Oh, on a suivi tel, il a parlé, mais on n'a pas suivi dans ses déclarations, condamner les Rwandais. Ça, c'est un raisonnement de bas étage. Et condamner, ce n'est pas ça la solution. La solution est à 2 niveaux. Soit on oppose à l'armée rwandaise notre rapport de force, c'est-à-dire on va là, on se bat, on bombarde, soit on négocie. En dehors de 2 options, madame, aucune autre option qui sera observée. La preuve est que depuis que les sanctions ont été prononcées, jusqu'à ce moment, aucun militaire n'a quitté la position initiale des M23. Aucun. Ils sont toujours là-bas, en train de vadrouiller. Et maintenant, on va dire que ces sanctions nous aident à quoi? Mais en acceptant de négocier avec eux, il y a aussi crainte qu'on dise que le président Félix Tshisekedi ait des mèches avec ce rebelle, comme ce fut le cas avec la sortie médiatique de l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila. Madame, le président de la République, c'est un père de la nation. On l'appelle père de la nation. Il est garant du bon fonctionnement de toutes les institutions. Quoi de plus normal si le président voit que son peuple, sa population est en danger de dialoguer, si le dialogue sera la voie d'issue ou de sortie. Moi, je n'en trouve aucun inconvénient. Aucun. Je n'en vois aucun inconvénient. Et ce sont ces genres de propos peut-être qui retentissent dans les oreilles du chef pour dire, si tu négocies, ça va se remarquer que vous êtes faible, on va dire que vous êtes un président. Non. Le président doit avoir de la hauteur et comprendre que c'est sa population qui est mise en danger. Regarde, les gens sont en train de mourir chaque jour. Mais il y avait lieu qu'on puisse anticiper ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Pendant que ces gens étaient encore à Bunagana, étaient dans les Rutshuru, étaient dans les Massis. Il y avait lieu d'anticiper cela. Et on nous a dit, Goma ne tombera jamais, Bukavu ne tombera jamais. Mais aujourd'hui, nous en sommes où? Nous devons mettre de côté l'orgueil. Madame, même la Bible dit que l'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Je ne trouve pas d'inconvénient si le président de la République pouvait faire profil bas et envoyer ses conseillers comme la CENCO l'a fait, voir Nanga rencontrer Kagame et les autres. On continue à encourager Luanda et Nairobi, mais ces sommets-là n'ont pas donné de solutions. Parce qu'au même moment, on est dans le sommet, au même moment, Nanga avance avec ces gens. Et donc, moi personnellement, j'encourage le président de la République à privilégier la voie du dialogue. Ou soit la voie militaire. Et qu'on ne s'en tienne pas compte des sanctions.
et qu'on croise les bras et on dit, bon, voilà, Nations Unies a condamné, Nations Unies a sanctionné, ça ne va rien changer dans les quotidiens des Congolais, sur le terrain des opérations. Ça ne change rien. Est-ce que ceux-là sont-ils prêts d'abord à nous aider, nous, notre pays? Qui a fait Ceux-là quoi? sont-ils prêts à aider la RDC, les Nations Unies et autres? Ah, peut-être cette question peut être la bienvenue à ceux-là qui croient à leurs sanctions, parce que derrière le Rwanda, derrière les M23, vous pensez que les Nations Unies ne sont pas derrière eux? Quand on va jusqu'à nous dire que les rebelles ont des armes de dernière génération, madame, ces armes-là viennent d'où? Est-ce que les Rwandais fabriquent des armes? Les Rwandais ne fabriquent pas des armes, madame. C'est-à-dire, c'est que nous sommes distraits. Nous croyons aux paroles de ces gens-là, mais oublions que derrière leurs paroles, il y a aussi de la ruse. Il y a de la ruse et on doit se réveiller. Moi, j'aurais voulu que le président réunisse les deux chambres pour proclamer solennellement la guerre. Et que, parce que l'État a le monopole de la violence, que l'État se prenne en charge et non que l'État commence à pleurnicher à chaque jour. Les Rwandais me provoquent, les Rwandais, les supplétifs, les soldats rwandais. Et vraiment, est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que c'est normal ça vraiment? Hein? Qu'est-ce que nous on manque la RDC pour ne pas opposer à ces gens la force? Et que par la force on les déloge, que par la force on récupère les territoires. Que de commencer à pleurnicher, à aller faire des lobbies par-ci, par-là, pour qu'on condamne les Rwandais, pour qu'on sanctionne les Rwandais. Ça va changer quoi? Puisque jusque-là rien ne se fait, pensez-vous que le président est dans une situation de faiblesse, d'être à court d'idées? Bon, dire qu'il est en position de faiblesse, c'est trop dire, mais jusque-là... Parce que jusque-là, rien ne se fait. Jusque-là, c'est ça ce qui se fait sentir. Parce que quand les rebelles arrivent à occuper 2 provinces, tu sais, dans le sud Kivu, sur 8 territoires, ils sont aujourd'hui dans 7. Bientôt, il reste le territoire d'Iju, le territoire, je pense, de Kaziba. Tous les autres territoires, bientôt occupés. Nord Kivu, un seul territoire échappe. Walikale. Tous les autres territoires, ils ont pris. C'est-à-dire, on attend qu'ils arrivent à Kalemi, à Kisangani, au Maniema, à Lubumbashi, à Kolwezi, pour qu'on puisse se réveiller. Et ça sera trop tard. S'il faut se réveiller, s'il faut faire quelque chose, monsieur le président, c'est ça le moment. Il y a moyen d'arrêter. Soit on engage la guerre, soit on négocie avec ces gens. Il n'y a pas 2 autres solutions. Ok, il n'y en a pas. Parlons à présent de notre dernière thématique liée à ce fameux gouvernement d'union nationale. Monsieur Fidèle, pensez-vous que ce gouvernement sera là pour changer la donne alors que nous sommes en pleine crise sécuritaire mais aussi sociale et autres? Bon, le gouvernement d'union nationale, c'est une bonne idée que le président de la République a conçue, mais je voulais dire que ce gouvernement soit inclusif. Si réellement on veut la solution, que ça soit inclusif, que ça soit un gouvernement inclusif, qu'on n'écarte pas les uns et qu'on prenne les autres. Est-ce que les opposants seront d'accord de travailler avec... il serait souhaitable même que, avant que ce gouvernement ne soit... Ce gouvernement devait être la conséquence du dialogue. C'est à l'issue du dialogue qu'on pouvait dire, voilà, on va maintenant vers un gouvernement d'union nationale. Mais aller tout droit vers un gouvernement d'union nationale, c'est qu'il y aura d'opposants qui seront débauchés, parce que nous avons déjà suivi les grands opposants qui disent qu'ils ne sont pas partants. On a suivi Kabila, on a suivi Katumbi, on a suivi Fayoulou, on a suivi les Sesanga et les autres qui disent que non, ils ne sont pas partants dans ce gouvernement d'union nationale. Vous ne voyez pas que ça sera encore une fois une solution éphémère. Donc le président de la République devait suivre la trajectoire de la CENCO et les CC. Comme ils ont fini les consultations, on devait convoquer toutes les parties prenantes, on se met sur la table, autour d'une table, on parle, et à l'issue maintenant du dialogue, parmi les conclusions de ce dialogue, on pouvait aller jusqu'à dire peut-être que non, voilà, on a arrêté telle X résolution, et parmi les résolutions, le gouvernement d'union nationale serait un des résultats ou une des résolutions. Voilà. Et madame, je l'ai dit encore tantôt, tout gouvernement d'union nationale, tout arrangement qu'on peut faire ici, négligeant les gens de l'AFC,
les négligents, les Corneille Nangaa, madame, je vous dis, ça sera une peine perdue. Parce que si aujourd'hui Martin Fayoul vient dans le gouvernement d'Union nationale, Katumbi aussi, Kabila aussi, et les autres, cela changera la donne. Qu'est-ce que ça va changer? Ça ne va rien changer. Parce que pour que les hostilités cessent les mêmes jours là-bas, il faut que Corneille Nangaa prenne part et directement il va dire à ses hommes, voilà, comme nous sommes partie prenante aux assises, cessez les armes. Et les armes vont cesser. Mais pendant que nous serons ici à Kin en train de coaliser notre gouvernement, eux vont faire quoi? Vont reprendre les armes. Est-ce que là, il y aura vraiment la solution? Voilà pourquoi nous devons réfléchir par la tête et non pas par des émotions. Hein? Il y a des gens qui réfléchissent par sentiment, par émotion, sans voir très loin. Dites-moi, madame, même si je ne me suis pas permis de vous poser les questions, est-ce que trouvez-vous normal que un quelconque gouvernement d'union nationale visant à conjuguer les efforts pour rétablir la paix, sans Corneille Nangaa, sans l'AFC, sans la M23, pensez-vous que ça peut donner une solution? Il n'y en a pas. Il n'y en aura pas, il n'y en aura pas, il n'y en aura pas. Mais si on veut réellement la solution, que le président de la République puisse associer ces gens-là, qu'ils soient aussi consultés. S'il y aura gouvernement, qu'ils soient aussi intégrés. Et là, on aura la paix tant voulue, tant attendue. Voilà, madame. Lentement, mais sûrement vers la fin de cette émission, Monsieur Fidèle, de par leur faisabilité, lesquels des ministres méritent d'être reconduits pour ce gouvernement? Dans le gouvernement d'union nationale, en tout cas, quelques têtes valent la peine d'être reconduites. Je peux citer le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, en la personne de Grégoire Moutchaïl, qui se démarque de très loin de tous ses prédécesseurs en ce qui concerne la gestion de ce portefeuille. Et je vous ai dit, plus de 4000 tonnes venaient d'être produites de maïs dans les Massimanimba la semaine dernière, on a vu des milliers, qu'est-ce que j'allais dire, plus de dizaines, plus de 30 conteneurs ont débarqué ici, remplis des outils, des semences, de tout ce qui est, des pesticides, de tout ce qui est en rapport avec la faisabilité pour que l'agriculture puisse s'accroître ici chez nous. Nous voyons la fonction publique, le VPM, Jean-Pierre Liaou. La fonction publique, avant son arrivée, était considérée comme un mouroir. Mais aujourd'hui, à la fonction publique, les gens se tapent des maisons, se tapent des véhicules à partir de ce leadership de Jean-Pierre Liaou. Je vois le ministre d'État à la justice, Constant Moutamba. Il est aussi en train de se débattre. Il est aussi en train de faire preuve. Pourquoi est-ce que le ministre Constant Moutamba se démarque? Madame, ne pas reconnaître aujourd'hui que pour la première fois, on a un ministre à la justice qui est vraiment à la hauteur. Mais dites-nous qu'a-t-il fait pour qu'on reconnaisse... Il faut qu'on soit quelqu'un qui ne vit pas ici au Congo ou à Guinée pour ne pas reconnaître ce qu'il est en train de faire. Nous sommes en train de voir, nous avons vu par le passé comment il a désengorgé les prisons, il a équipé les prisons, les prisonniers qui dormaient à même le sol, on leur a doté de matelas et bien beaucoup d'autres choses. Les gens qui étaient dans leur maison étaient spoliés, leurs parcelles, on leur a retourné ça. Madame, soyons de bonne foi, le ministre Constant Moutamba, par rapport à ses prédécesseurs, il est en train de se démarquer. Un peu aussi Doudou Fouamba, mais il commence à décevoir parce qu'à sa prise de fonction, il avait promis que les fonctionnaires seraient payés au plus tard les 28. Mais nous sommes les 4, les fonctionnaires ne sont pas encore payés. Le ministre des Finances, Doudou Fouamba, commence petit à petit à emboîter les pas son prédécesseur, Nicolas Kazadi, qui payait les fonctionnaires les 40, les 45. Lui, aujourd'hui, commence à arriver. Les mois de janvier, les fonctionnaires ont été payés les 42. C'est-à-dire, les mois passent plus 12 jours. Aujourd'hui, les mois est passé plus aujourd'hui 4 jours. Et le ministre des Finances est devenu aphone, il ne parle plus. Donc, on comprend que quand il avait pris les fonctions, c'était du populisme. Il voulait vendre au vent les fonctionnaires que non sera meilleur. Mais jusqu'à présent, s'il l'était, aujourd'hui les fonctionnaires seraient payés. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui les fonctionnaires ne sont pas payés? Ils ne sont pas au début d'un trimestre, mais ils sont au deuxième mois de l'année, mais les fonctionnaires ne sont pas payés. Alors que lui aussi commençait à se démarquer, mais nous constatons qu'il commence
à naviguer à vue parce que il n'augure plus de l'espoir en fait. Voilà les quelques ministres, j'ai cité à l'agriculture, à la fonction publique, à la justice et un peu Boji au budget, le ministre d'État au budget, Aimé Boji aussi, fait un bon travail. Voilà les ministres, pour moi, ça c'est mon point de vue, mon opinion, les quelques rares ministres, 4 qui peuvent au moins refaire surface dans les gouvernements d'union nationale. Monsieur Fidèle, l'émission est terminée. Vous allez conclure au regard de tout ce que nous venons de dire ici. En conclusion, madame, nous tenons à présenter vraiment nos condoléances aux familles qui ont perdu le leur lors du meeting des gens des Rwandais de l'AFC. Ils ont perdu la vie. C'est aujourd'hui qu'on les a amenés à leur dernière demeure. Plus de 17 corps ont perdu la vie lors de ces meetings-là. Et nous considérons cet acte-là de lâche. On a laissé de bombarder Nanga et ses hommes qui étaient sur terrain. Et après leur départ, on jette des bombes, on jette des grenades qui ont blessé, tué les paisibles citoyens. Sincèrement, je décourage cet acte-là. Nous présentons les condoléances à toutes les familles qui ont perdu le leur depuis le mois de janvier dans les hostilités de Goma, de Bukavu et aujourd'hui dans les Walungu. On leur présente des condoléances les plus sincères. Et nous réitérons notre appel au chef de l'État de ne pas entendre les gens qui viennent lui chuchoter à l'oreille en train de le tromper, lui disant qu'il ne fallait pas négocier avec les gens de l'AFC. Je pense que sans négocier avec ces gens, la paix tant voulue, tant attendue, madame, ça ne sera que utopique. Merci beaucoup. Merci, monsieur Fidèle, d'avoir accepté cette invitation. Quant à vous, fidèles téléspectateurs et internautes de CML 13 Télévision et de cette émission Interface, merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement avec un nouvel invité, mais aussi d'autres thématiques. Portez-vous bien et bonsoir chez vous.